Baie-Comeau sur la côte nord du Saint-Laurent. Une ville jeune, symbole de prospérité au sortir de la grande crise des années 30. Encore de nos jours, ce centre industriel existe pour et par l'industrie. Celle de l'aluminium, mais avant tout celle du papier qui lui a donné le jour. Une ville qui a connu un départ fulgurant, à nul autre pareil. Ville modèle, ville de compagnie, comme on disait à l'époque, mais avant tout, le projet d'un homme. Celui-ci, le colonel Robert Rutherford McCormick, magnat de la presse, éditeur du New York Daily News et du Chicago Tribune. On l'a représenté comme un aventurier, ce qu'il fut sans doute à sa façon. Mais même si le colonel aimait pagayer sur le cours des rivières tumultueuses de la Côte-Nord, c'était avant tout un financier, un capitaliste des plus aguerris. Dans son sillon, il laisse une ville, Baie-Comeau, dont l'histoire, à mains égards, est unique. Avez-vous déjà, à l'école ou en classe, quelque part, parlé d'histoire de Baie-Comeau? Oui. McCormick, c'est qui, ce monsieur-là? Le fondateur de Baie-Comeau. Il faisait quoi dans la vie? Il était quoi déjà? Journaliste. Oui. L'histoire de Baie-Comeau commence sur les champs de bataille français au cours du premier conflit. Co-éditeur de l'un des quotidiens les plus en vue des États-Unis, le colonel Robert McCormick achève son service. Malgré les horreurs de la guerre, ses pensées se tournent vers ses affaires qui l'attendent en Amérique. Le Chicago Tribune possède une usine de papier journal du côté canadien, à Thorold, sur le canal Welland. Sa filiale canadienne, l'Ontario Paper Company, a besoin d'un approvisionnement en bois soutenu et toujours croissant, puisque le tirage du journal ne cesse de croître. La fondation en 1919 du Daily News, qui deviendra le New York Daily, l'un des premiers tabloïds, amène les propriétaires du Tribune à chercher de nouveaux approvisionnements en bois. McCormick prend d'assaut la Côte-Nord. C'est là qu'il trouvera la ressource nécessaire à l'appétit croissant des rotatives américaines. La première forêt qu'il a réussi à acheter pour son usine, avant même de construire l'usine de Baie-Comeau, c'est la forêt de la rivière au Rocher, la Rocky River. Puis il va construire une ville qui s'appelle aujourd'hui-Pont-Cartier, qui s'appelait avant. C'est des vieux de Baie-Comeau, on s'en dit maintenant. Shelter Bay. OK, on oublie ça, là, on tourne la page. Puis après ça, il va acheter Franklin. En plus de la concession de Shelter Bay, site de la future ville de Port-Cartier, McCormick, au nom de l'Ontario Paper Company, obtient les droits sur d'immenses territoires le long de la rivière Franklin et en 1923, le long de la rivière Manicouagan. Le bail consenti par le gouvernement est assorti d'une condition, et pas des moindres, celle d'y construire une usine de pulpe sur les bassins de la rivière Manicouagan ou de la rivière des Outardes. Les hommes du colonel vont commencer par se lancer dans la construction d'un barrage sur la rivière des Outardes. Il commence par construire un barrage, pas sur Manicouagan, parce que évidemment, ça va prendre de l'énergie, mais il va faire ça sur la rivière aux Outardes, qui est plus petite, plus facile à aménager. C'est le barrage Outarde 1 qui est créé. Il va commencer à faire un quai. Là, on n'a pas le choix non plus du quai à cause du sable. Il faut que ce soit à baie des Anglais. Puis là, il se produit un petit phénomène simple. Il y a trop d'usines au Québec, il y a une surproduction de papier, puis les prix s'effondrent. Il y a un paquet de villes au Saguenay, en Gaspésie, qui se mettent à dire ça ne sert pas d'allure, vous n'avez pas acheté à notre rythme. Si vous achetez à notre usine, vous allez nous faire du chômage, notre papier ne se vendra plus. Mais là, le gouvernement essaie de foncer pareil, puis ça va donner le projet Baie-Comeau. Compte tenu des besoins toujours grandissants, compte tenu des conditions avantageuses sur les droits de coupe, compte tenu des prix du papier journal qui ne peuvent faire autrement que monter, le colonel a maintenant d'autres plans. L'Ontario Paper Company ne va pas se contenter de construire une simple usine de pulpe. On annonce la construction d'une véritable usine de papier journal capable de produire jusqu'à 120 000 tonnes par année pour assouvir les besoins du New York Daily News. Qui plus est, on entend bien faire surgir sur cette côte aride une véritable ville moderne. Le projet de Baie-Comeau est lancé. Parce que c'est une entreprise de presse.
pas l'international, mais quasiment. Ils ont engagé une excellente firme de cinéastes d'Hollywood qui est venu faire un film sur la création de Baie-Comeau. Puis ça commence absolument de toute beauté. Il y a une dizaine de barons d'industrie autour d'une table. Puis là, il y a Schmoun qui dit, bon, well, on va dépenser 15 millions de dollars pour construire Baie-Comeau. Puis après ça, ça suit le scénario. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Puis on y va. C'est vraiment toute beauté du film. Hello, Colonel McCormick. How long will it take you to construct Baie-Comeau? How long to construct Baie-Comeau? Well, Colonel, you know that it is located in one of the most isolated districts on this continent. It will be one of the most difficult construction projects ever attempted. However, I believe the project can be completed in 2 years. Go ahead, then. Good. Façonner une ville dans le granit, plusieurs croient que McCormick va y laisser sa chemise. Poussés par le désir de travailler au plus fort de la crise, les gens affluent de partout au Québec. Le chantier de Baie-Comeau va bourdonner d'activité. Interrompu depuis des années, on reprend les travaux de construction de la centrale sur la rivière aux Outardes, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du site de la future ville. De la taïga va s'étirer sur près de 2 kilomètres le plus gigantesque serpent de bois et d'acier dans lequel circulera l'eau jusqu'aux turbines. Fabriquée en pin de Colombie d'un diamètre de 17 pieds, c'était la plus grosse conduite d'eau au monde pour l'époque. En plus de l'usine, la centrale doit répondre aux besoins en électricité de toute une communauté. C'est 2000, 3000 employés. Ça fait que c'est en pleine crise économique. C'est vraiment perçu comme c'est la baie James de l'époque. Pendant que les équipes de bûcherons préparent le terrain, les arpenteurs découpent le tracé des rues sur ce qui n'est encore qu'un paysage de forêt et de rocs. Le plan prévoit des maisons pour les administrateurs, des quartiers résidentiels pour les employés, un centre commercial, un hôpital, un secteur réservé aux équipements scolaires et religieux. L'usine occupe le fond de la baie, sur un ancien marais qu'il a fallu irriguer, tandis que la ville, comme telle, doit s'ériger sur les flancs d'une montagne qu'on appelle le Mont-Sec. We must not disappoint Colonel McCormick. We will select the best and most modern paper mill equipment, including the fastest wide newsprint paper machine in the world, to produce quality newsprint at low cost. Le projet allait s'avérer l'un des plus grands programmes de construction au Canada à l'époque. De la terre de Caen, au creux d'une baie que l'on baptisera du nom d'un fils de la côte, le naturaliste Napoléon-Alexandre Comeau, va surgir l'usine de papier la plus moderne, la plus rentable, la plus fiable en approvisionnement. Schmoun est important là-dedans qui va dire, tant qu'à faire une usine, faisons une grosse, c'est le meilleur placement qu'on peut faire en termes de rendement économique élémentaire. Notre pièce, ça va être mieux dépensée. Ça fait qu'on va construire une usine avec 2 machines à papier. Une usine à papier, c'est une machine à papier. C'est un truc qui produit 24 heures sur 24, un ruban continu. Là. Puis on va faire deux machines à papier. C'est une grosse usine. C'est une des grosses au Québec à l'époque. C'est évidemment la plus moderne. Elle vient juste d'être construite. On y met toutes les innovations imaginables parce que c'est des gens qui avaient déjà une usine en Ontario, ceux qui connaissaient le métier. C'est qu'ils vont faire une très belle usine qui va rester longtemps une des usines les plus performantes au Québec. C'est 20-25 ans après qu'on va commencer à moderniser puis avoir une 3e et une 4e machine. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus gros, c'est tout changé. Là. Mais la technologie de base était très bonne. La veille de Noël 1937, l'usine produit son premier rouleau de papier journal. Quelques semaines plus tard, en février, la première cargaison quitte le port de Baie-Comeau à destination de New York. McCormick vient de gagner son pari. À lire les documents après, on s'aperçoit que McCormick
J'aurais préféré une bonne ville de compagnie avec. Là. Il y avait une sainte peur, puis ça se comprend un peu. Les autres disaient, si on a une ville complètement isolée puis qu'il y a une grève, on est mort. Les chômeurs vont pouvoir faire, les grévistes vont pouvoir faire la pluie puis le beau temps. Puis il faut se rappeler qu'aux États-Unis, même au Québec, jusque dans les années 30, une grève, ça pouvait facilement tourner à la violence. C'est qu'il y avait une espèce de peur, un peu panique, là, de dire, on va perdre le contrôle. Parce que n'importe qui ne pouvait pas débarquer à Bécamo s'il n'y a pas d'ouvrage. Je me rappelle quand on a débarqué ici, nous autres, au 3 avril 38, on a passé parmi des cordons de policiers pour débarquer. Certains, mon père était là pour nous accueillir, puis on avait notre maison peut-être, mais c'est pas n'importe qui pouvait débarquer. Non plus, ni même construire une maison. Finalement, McCormick a accepté que ce soit une ville ouverte, c'est-à-dire qu'il y ait un conseil municipal. Mais comme c'était la ville d'une seule compagnie, évidemment, le maire, comme par hasard, c'était toujours un cadre de la compagnie, le budget c'était celui de la compagnie, et les décisions, en général, faisaient affaire des deux, de la ville et de la compagnie. Ça allait comme avec. Pour devenir propriétaire à Bécamo, avant que ça soit une ville ouverte, là, ça prenait quelque chose de... Ben, comme lui, peut-être il y a eu des privilèges à ce temps-là. Non, justement, je n'ai pas eu. J'ai voulu m'avoir un terrain, mais ils ont dit non, monsieur, vous ne travaillez pas pour la compagnie. Si tu fallait que tu travailles pour la compagnie. Alors, j'ai acheté une maison de ta parenté, là. J'ai acheté une maison à Montigny. Je me rappelle pas. Oh, c'est vrai, tu as acheté la première maison sur la rue Laval. Oui. Ah oui, c'était Alors, ça. quand on ne travaillait pas pour le colonel, on ne pouvait pas résider ici. Oh, non. Ils étaient propriétaires des terrains. Oui. Alors, ils vendaient à qui ils voulaient. Malgré le contrôle qu'exerce la compagnie dans toutes les sphères d'activité de la nouvelle ville, les travailleurs ne s'en plaignent pas. La vie sociale y est intense. De jeunes familles s'installent dans ce nouvel Eldorado. L'Ontario Pepper, devenu Québec North Shore, connaît la recette pour garder son monde dans ce bout du monde. C'était équipé. On avait un mini-pot. L'aréna, tu sais, je veux dire, puis des salles de danse, on dansait, puis la tête nous en tournait, tu comprends bien, puis surtout qu'ici, on pouvait danser, c'était pas défendu par l'évêque. Le colonel et l'évêque font bon ménage. L'un et l'autre se vouent un profond respect. À certains égards, les deux se ressemblent dans la charge des hommes autant que dans celle des armes. J'étais le chauffeur de Monseigneur Labrie. Il y a eu Dubois qui a renversé de la flume, et j'ai dit à Monseigneur, « Monseigneur, il y a une jam chez la flume. » L'évêque m'a répondu, « Pardon, David, ne serait-ce pas une embarque dans le convoyeur hydraulique? » J'ai appris mon français cette journée-là. Alors moi, ça a toujours été au département du bois. J'ai chauffé un panel, etc. Puis pour les étudiants, là-dessus, on était très chanceux parce que de la minute qu'on arrivait, on était engagés. Depuis l'époque de McCormick, les choses ont bien changé. Avec son aluminerie, Bécomo n'est plus une ville mono-industrielle. Les anciennes demeures et le manoir, reconstruit dans les années 60 après son incendie, conservent un cachet de nostalgie. Les grandes fresques rappellent un passé profondément inscrit dans le présent. On avait tout, pas malin. Le centre récréatif, là, comme il existait dans ce temps-là, tu avais des allées de quilles, tu avais des tables de poule, tu avais un grand salon, tu avais une bibliothèque. Hein? Au point de vue culturel, là, c'est pas possible. T'avais des concerts ici, des artistes internationaux que je me rappelle entre autres un nommé Makuzinski, un fameux pianiste. Il n'avait même pas été à Québec, il était venu donner des concerts à Bécomo. Ils ont isolé l'aréna pour faire demander le Chicago Theatre of the Year ici. Il y avait des artistes d'un nommé international ici. À part de ça, il y a eu des activités, on va dire, sportives. La cause de Chicago sont venus jouer à Bécomo. Mais combien qu'ils en mettent? L'église Sainte-Amélie, du nom de la première épouse du colonel, se dresse toujours sur le flanc du Mont-Sec, embrassant du regard les échancrures de la baie et de la côte qui s'étirent. S'y trouve un véritable trésor.
d'immenses fresques réalisées par le maître italien Guido Nincelli. Ces œuvres offertes à l'Église par le couple McCormick lors de la construction de la ville font maintenant partie du patrimoine national. Nincelli a commencé à travailler en 40, puis il a fini en 45. Il travaillait avec l'été. Parce que les fresques, n'étaient pas capable de faire ça l'hiver. Pour que la température soit contrôlée puis l'humidité. Parce que la fresque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, là. Parce que ça, c'est de la peinture à l'eau, peint sur de la pâte humide. Aujourd'hui, l'Église Sainte-Amélie est nommée mondialement par rapport à ses fresques. C'est la deuxième en Amérique du Nord. Beaucoup plus discrète, la petite église anglicane Saint-Andrew-Saint-Georges cache elle aussi un véritable trésor légué par le colonel. Une œuvre qui révèle un côté plutôt surprenant de l'homme apparemment austère que fut McCormick. Un petit temple qui témoigne à sa façon d'une amitié hors de l'ordinaire entre l'un des hommes les plus puissants de son époque et un humble Amérindien de la Côte-Nord. Quand le monde voit ça, c'est unique, c'est exceptionnel. On a beaucoup d'animaux de la Basse-Côte-Nord, de la Côte-Nord. On a orignal, le saumon, les outards, un aigle, le loup, l'ours. Ce vitrail en soi est un livre d'histoire dont le héros, un montagnais de la côte, aurait sauvé la vie du colonel alors que celui-ci s'était égaré en forêt. Beaucoup de monde pense que c'est Joseph, mais non, c'est T-Bass qui a sauvé la vie de McCormick. Puis il a décidé de commémorer la vie de T-Bass dans ce vitrail-là. Quand on pense de l'Église, quand on pense de McCormick, on va penser aussi à T-Bass, parce qu'ils sont jumelés ensemble. Il y a un lien très fort. Puis c'est ça, il veut que le monde se rappelle de la contribution, pas de juste T-Bass, mais des montagnais qui étaient ici pour guider McCormick dans ses explorations. Une réelle amitié s'installe entre les deux hommes issus de mondes si différents. Dès 1915, McCormick et son ami T-Bass parcourent le territoire, explorent la concession de Shelter Bay. Dans le village devenu ville de Port-Cartier, l'histoire du riche Américain et de l'humble Amérindien continue d'intriguer. McCormick, pour lui, c'était l'homme qui lui avait sauvé la vie. Puis c'était un guide formidable. D'abord, il connaissait le bois comme sa main, le creux de sa main. Et McCormick a toujours eu un respect pour lui. Le colonel admire la sagesse et l'esprit de débrouillardise du guide indien. On ne sait trop qui des deux était le plus impressionné en présence de l'autre. À l'invitation de McCormick, le montagnais se rend même à Chicago, où il est reçu en grande pompe dans l'édifice du prestigieux Quotidien. Il en parlait, il en a toujours parlé, puis il y avait une expression qui disait toujours « comme ça le même » à tous les mots. Alors, il avait mangé comme ça le même dans des assiettes en or. C'était le sous-plat en or qui présentait l'assiette. Ça l'avait impressionné énormément. Visionnaire, conservateur, financier de l'école la plus dure, McCormick n'était ni ange ni démon. Son œuvre, la création de Baie-Comeau, répondait avant tout à des impératifs capitalistes. Son plus grand mérite est d'avoir osé créer une ville en pleine crise économique dans une contrée isolée, pratiquement coupée du reste du monde. Mais M. McCormick était comme ça. Le colonel se souvenait des gens, avait du respect pour ses employés. C'était un homme comme ça, un homme humain. Un peu paternaliste? Oui, un peu paternaliste. Il passait quelque part, il venait ici, puis il voyait un employé s'arrêtait, lui donnait la main, puis il savait son prénom.
Il était très conservateur comme approche. Lui, d'ailleurs, pour lui, le journal, c'était l'organe numéro 1 de la pensée individuelle, de la réussite américaine, puis ça, la citoyenneté. Puis dans ces nombreuses donations, il y en a une pour le citizenship, puis les choses sur la pensée américaine. Puis je suis sûr que s'il vivrait, il adorerait Bush. Quand il arrivait, je me rappelle le gérant, il suivait d'un bord et de l'autre parce que McCormick était fouillé pas mal. Puis lui, il se fichait bien. Il n'était pas à Chicago, là. Il n'y avait pas de bodyguard ici, là. Il se promenait. Puis à part de ça, il parlait français. Il a appris à parler français pas mal. Jusqu'à un point, je me rappelle, il y avait une réception au manoir. Puis il avait uniquement parlé en français. Puis il y a des Anglais qui étaient insultés de ça. Puis il a dit, vous ferez comme moi, là, vous parlez français. Ici, c'est une place française. C'est souvent l'impression à Baie-Comeau qu'il ne passait qu'à Baie-Comeau, mais c'est évident que pour lui, c'était une préoccupation parmi des milliers, ou des centaines en tout cas. Mais il y a certains... La construction de la ville, ça y a touché à cœur. J'ai entendu parler qu'il y avait une maquette à l'époque, puis qu'il suivait les travaux. Il y a un petit côté ingénieur raté. C'était un homme extrêmement grand. Il mesurait au moins 6 et 8, 7 pieds. Il fallait se lever la tête. C'était un grand bonhomme, un géant, un visionnaire. J'ai été très heureux, puis qu'on a amené une sacrée belle vie.